Bonsoir, bienvenue. Dans votre journal ce soir, nous prendrons les nouvelles des 9 otages sénégalais détenus par des rebelles casamançais. Une de nos équipes les a rencontrés pour la première fois quelque part entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. En Côte d'Ivoire, les kiosques à journaux sont quasiment vides. Une trentaine de titres a été suspendue pour non-respect du droit du travail. Tradition et sensation, une compétition de Fantasia à Nîmes, Rabat, la capitale marocaine. Ces spectacles de chevaux se perpétuent depuis des siècles. Il y a 40 jours, des démineurs sénégalais ont été enlevés en Casamance par les hommes du chef rebelle indépendantiste César Atoute Badiate. 9 hommes sont toujours retenus en otage, quelque part à la frontière entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Nos envoyés spéciaux Caroline Pelé et Franck Noyetas ont rencontré pour la première fois ces otages et ont recueilli en exclusivité leurs témoignages. Ces hommes sont des médiateurs, entraînés aux négociations difficiles. Cette fois, ils doivent rencontrer les rebelles armés de Casamance. Mission délicate, les combattants du MFDC détiennent 9 otages sénégalais. Nous sommes venus prendre des contacts afin de savoir quand les otages seront libérés. Le rendez-vous est fixé en brousse, à la frontière entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Pas de localisation exacte, confidentialité oblige. Seule certitude, nous arrivons sur les terres du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Soudain, au détour d'une clairière, les 9 captifs sont là, sous bonne garde. Ils semblent en bonne santé. Nous sommes la première équipe de télévision à les rencontrer. Comment allez-vous? Je me sens mieux. Vos conditions de détention sont comment? Bon, sont abordables. Ils respectent les détenus, ils connaissent les droits de l'homme et ils nous respectent beaucoup. Donc ici, on ne bouscule personne. On est solidaires entre nous, on a la force de pouvoir remonter le moral, de pouvoir être ensemble comme des hommes. Leur sort est entre les mains de cet homme, César Atoute Badiate, le chef de la plus grosse faction armée du MFDC. Ses apparitions sont très rares. Exceptionnellement, il accepte de sortir du maquis pour nous parler. Il veut justifier pourquoi, début mai, il a kidnappé ses humanitaires chargés de déminer la Casamance. Ces démineurs ont été enlevés parce qu'il y avait un accord qui a été signé à Sao Domingo par les ONG et le gouvernement du Sénégal n'a pas respecté. Ils ont violé l'accord. C'est pour cela qu'ils ont descendu sur le terrain pour le déminage. Mes éléments les ont arrêtés. Le déminage de la Casamance, un des nombreux points de blocage du conflit entre la rébellion indépendantiste et l'État sénégalais. Cette guerre vieille de 30 ans, le commandant César se dit prêt aujourd'hui à en sortir. Ce que je demande à l'opinion internationale, de venir en aide la Casamance pour que le problème puisse terminer. Il peut pousser le Sénégal pour que nous ayons à la table des négociations. C'est trop, c'est trop. Pour négocier efficacement, Dakar attend aussi que les combattants rebelles parlent d'une seule voix. Le commandant César dirige l'une des 3 factions du MFDC, celle qui a entre les mains la vie des 9 humanitaires sénégalais. Nelson Mandela est toujours soigné pour une infection pulmonaire. L'ancien président sud-africain, âgé de 94 ans, est hospitalisé dans une clinique de Pretoria, en Afrique du Sud, où se trouve notre envoyé spécial, François Bader. Alors, François, on sait depuis hier que Nelson Mandela réagit mieux au traitement qu'il reçoit. Avez-vous eu des nouvelles de son état de santé aujourd'hui ? Non, Anaïs, aucune déclaration officielle aujourd'hui concernant l'état de santé de Nelson Mandela. Et en l'absence d'informations, les centaines de journalistes étrangers et sud-africains qui campent ici maintenant depuis 6 jours en sont réduits à analyser, décrypter les expressions du visage, les faits et gestes des membres de la famille de Nelson Mandela qui rentrent et sortent. Aujourd'hui sont venus les enfants, les petits-enfants de Madiba, mais ils n'ont pas fait de déclaration. En tout cas, la quantité de journalistes rassemblés ici montre à quel point la santé de Nelson Mandela est suivie dans le monde entier. Alors, beaucoup d'hommages ont été rendus à Nelson Mandela ces derniers jours. Est-ce que les Sud-Africains restent mobilisés ?
Oui, en dehors des médias, des anonymes sont venus rendre hommage à Nelson Mandela. Ce sont des enfants, par exemple, qui sont venus accrocher un dessin à la grille de l'hôpital. Ce sont des membres de syndicats de fonctionnaires qui sont venus déposer une gerbe de fleurs. Nous avons rencontré aussi des immigrants congolais inquiets concernant l'après-Mandela, parce qu'ils craignent que sans lui, les violences xénophobes dont ils ont été victimes ces dernières années vont se multiplier. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce qui s'est passé aujourd'hui devant l'hôpital où Nelson Mandela est toujours en soins intensifs. Merci François Abader, envoyé spécial à Pretoria avec Nordine Bensmaïl. Des nouvelles d'Abdelaziz Bouteflika, en images cette fois. Les Algériens ont pu voir leur président pour la première fois depuis son hospitalisation le 27 avril. En convalescence à Paris, il s'est entretenu avec son Premier ministre et le chef d'état-major de l'armée. Une communication très quadrillée pour démentir les rumeurs d'un chef d'État mourant. Au Mali, toujours pas d'accord entre le gouvernement et les rebelles Touaregs. Les autorités de Bamako rechignent à signer le texte en l'état et souhaiteraient des modifications. Martin Matesso avec Yaya Konaté à Bamako. Toute la journée d'hier, une forte délégation venue spécialement de Ouagadougou a tenté de rallier le président Dioncounda Traoré au compromis conclu avec les rebelles Touaregs qui occupent la ville de Kidal. Côté malien, les négociations bloquent sur le désarmement des rebelles du MNLA. Ils acceptent volontiers le principe d'être cantonnés dans leur fief de Kidal, mais refusent catégoriquement de se séparer de leurs armes, tant qu'un accord définitif n'aura pas été conclu avec le futur président élu. Inacceptable pour Bamako, qui exige un désarmement total et sans condition. Nous avons écouté le président, le gouvernement. Nous connaissons les positions de l'autre partie et sur base de ça, nous pensons qu'il est possible d'avancer et nous allons avancer. Avec le Premier ministre malien, il a été question d'un autre point de blocage de ces négociations. La question des mandats d'arrêt lancés par la justice malienne contre des chefs du MNLA. Les rebelles Touaregs en réclament la levée. Bamako estime que cela reviendrait à cautionner l'impunité. Nous allons continuer les négociations à Ouagadougou. Et nous avons bon espoir que dans les prochains jours, nous arriverons à un accord. Si les blocages sont levés, l'accord pourrait donc être paraphé dans quelques jours à Ouagadougou, sous les auspices du président Blaise Compaoré. Le général sénégalais Babacar Gaye a été nommé à la tête de la mission de l'ONU en République centrafricaine. Ce militaire de 62 ans a dirigé pendant 5 ans les casques bleus en République démocratique du Congo. Toujours concernant la Centrafrique, le Premier ministre centrafricain, Nicolas Tchangaï, a formé un nouveau gouvernement d'union nationale de 34 ministres. Les postes clés restent aux mains des anciens rebelles du Séléka. En Côte d'Ivoire, depuis 2 jours, 37 journaux ne paraissent plus dans les kiosques. Ils ont été suspendus par le Conseil national de la presse. Rien de politique, assure l'institution. Il s'agit de remettre de l'ordre dans le secteur. Les précisions de Bernard Aparis avec Cléophas Mossala à Abidjan. Coup de tonnerre dans le secteur de la presse écrite ivoirienne. Par décision du Conseil national de la presse, 34 groupes ont été suspendus. 26 autres ont 15 jours pour régulariser leur situation. Bilan, seuls 9 groupes en règle sont présents dans les kiosques. Le but de cette opération est d'assainir un milieu qui ne respecte aucune règle sociale ou déontologique. Nous souhaitons que toutes les entreprises de presse se mettent en règle pour que les journalistes soient convenablement payés, pour que la profession elle-même soit respectée. Nous voulons mettre fin à l'informel, nous voulons mettre fin à l'anarchie. Conscient de tous ces manquements et malgré les rappels à l'ordre lancés au patron des journaux, certains journalistes s'étonnent de la violence de la décision. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Mais le seul regret que j'ai, c'est que certains ont été mis en demeure, alors que d'autres ont été immédiatement fermés. Or, on connaît l'impact des fermetures. Un journal qui ne paraît pas sur 3 jours, vous connaissez un peu les implications au niveau de la publicité, au niveau des ventes, c'est un manque à gagner considérable. D'autres espèrent que les dirigeants des groupes de presse prendront enfin leurs responsabilités et appliqueront des accords signés en 2008 et restés jusque-là lettre morte. Il faut que les décideurs, dans leur ensemble, accompagnent ce processus qui est en train d'être enclenché par le CNP pour que véritablement le journaliste
Et tous les professionnels des médias, il n'y a pas que les journalistes, il y a les techniciens, il y a les caméramans, il y a les photographes, il y a tous ceux qui travaillent dans les entreprises de presse puissent vivre de leur métier. La mesure a frappé sans discernement des journaux proches du pouvoir ou de l'opposition. Les sanctions pourront être levées dès que les groupes respecteront la loi, mais d'ici là, les journaux les plus fragiles économiquement risquent de disparaître. La Cour d'appel de Paris confirme le mandat d'arrêt international contre Théodorin Obiang. Le fils du président équato-guinéen avait tenté d'annuler la procédure. Il est soupçonné d'enrichissement illégal dans le cadre d'une enquête sur les biens mal acquis. Les Fantasias du Maroc, ce sont de magnifiques spectacles de chevaux associés à toutes les fêtes importantes de la vie marocaine. Cette tradition séculaire se décline aussi en version compétition. Précision et maîtrise sont exigées pour gagner. Valérie Hurtel avec notre correspondante Christelle Marot. Ils arrivent de toutes les régions du Maroc avec leurs plus beaux chevaux. Avant la fantasia, la parure, la selle, aucun détail n'est laissé au hasard. À l'intérieur des tentes, c'est le domaine des cavaliers. Costumes traditionnels, fusils. À mesure que l'heure approche, la concentration s'installe. 16 troupes disputent cette année le concours de la meilleure fantasia. Il y a d'un côté les seniors. Cela fait 8 ans que je pratique la fantasia. C'est un héritage que j'ai reçu de ma famille. Chez les juniors, c'est Ali qui mène la troupe. La première fois, j'étais un peu stressée, mais maintenant, je suis très bien. Il me plaît tout, monter sur le cheval, tirer avec mes amis. 15 cavaliers en ligne, fusil en main, les troupes se préparent à l'assaut. Rien n'échappera au juge. Alignement, maniement des armes, synchronisation, tout doit être impeccable. Ils doivent faire une course alignée horizontalement, rapidement. Ils doivent faire les mêmes gestes avec leur fusil. Ils doivent tirer en même temps. On doit entendre le même tir, le même son de tir à la fin de la course. C'est comme ça qu'on évalue une troupe de fantasia. En bleu, les Sahraouis tirent vers le bas, vers l'ennemi caché dans le sable. La fantasia est un combat simulé, une démonstration rituelle de force et de courage où les chevaux ont un rôle essentiel. On utilise les chevaux de race arabe barbe. Il a la beauté du pur sang arabe et il a la force et la dureté du cheval barbe. Avec 500 troupes et une école qui forme à cet art, la fantasia au Maroc n'est pas prête de s'éteindre. À chaque fête, le public en redemande. Merci de votre attention. Info Afrique, c'est tous les soirs en ligne dès 20h sur notre page Dailymotion et sur le site de France O. Pour l'actualité de l'Outre-mer, 3 rendez-vous, 8h20, 12h30 et 19h40. Demain, vous retrouverez Éléonore Abouez. Très bonne soirée à vous tous.